Le sang perle sur la tempe d'Hélène Dubois tandis que le brigadier chef Garcia la plaque contre le béton. Les passants suffoquent. Les téléphones enregistrent. S'il vous plaît, gémit-elle. Je n'ai rien fait de mal. L'officier ricane jusqu'à ce qu'une ombre s'étende sur eux. C'est ma mère, déclare froidement une voix. Et je suis le colonel Mathieu Dubois. Avant de plonger dans cette histoire choquante. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous pensez que personne ne devrait être au-dessus des lois. J'aimerais savoir, avez-vous déjà été témoin d'un abus de pouvoir qui vous a mis hors de vous? Poursuivons avec cette incroyable histoire vraie qui montre à quelle vitesse la justice peut basculer lorsque les rôles sont unexpectedly retournés. Hélène Dubois n'était pas une femme ordinaire de 72 ans dans les quartiers nord de Marseille. Ancienne directrice d'école respectée et pilier de la communauté. Elle avait consacré plus de 40 ans à l'éducation d'enfants de tous horizons. Veuve depuis que son mari, un ancien combattant des opérations extérieures décorées, était décédé des suites de complications liées à son service. Hélène avait élevé seule leur fils tout en restant un modèle de force dans la communauté. Sa routine matinale ne variait jamais. Debout à 5h30 pour un moment de méditation. Un petit déjeuner léger composé de pain grillé et de fruits frais. Suivi de l'entretien de son petit jardin qui fournissait des légumes aux voisins âgés incapables de cultiver les leurs. 3 jours par semaine, Hélène était bénévole au jardin partagé, enseignant aux jeunes l'agriculture durable. Les autres jours, elle encadrait des jeunes en difficulté au centre social de son quartier. Tout le monde connaissait Madame Hélène pour sa douce sagesse et sa dignité sans compromis. Mais Marseille changeait depuis 18 mois. Les tensions raciales s'étaient intensifiées suite à une série d'incidents troublants impliquant la police et les jeunes des quartiers. D'abord, il y a eu Karim Belkacem, 16 ans, arrêté alors qu'il rentrait de son entraînement de foot. Forcé de s'allonger face contre terre. Menotté, parce qu'il correspondait à la description d'un suspect de vol qui s'est avéré être un homme hispanique de 30 ans. Puis, la famille Diallo, encerclée par des policiers armes au poing après qu'un voisin a signalé une activité suspecte, alors qu'ils emménageaient dans leur nouvel appartement. Plus récemment, Monsieur Chaïb, 55 ans, directeur du centre social, avait été contrôlé 11 fois en 3 mois pour des contrôles d'identité de routine. Malgré un casier judiciaire vierge. Le brigadier chef Laurent Garcia était au centre de beaucoup de ces incidents. À 38 ans, Garcia était considéré comme un vétéran de la police nationale à Marseille. Avec plusieurs lettres de félicitations pour bravoure et un dossier officiel impeccable. Il était respecté par la hiérarchie et craint par ses collègues qui étaient témoins de ses méthodes. Ce que son dossier personnel ne montrait pas, c'était les 17 plaintes pour violences policières déposées contre lui par des habitants issus de l'immigration. Toutes classées sans suite faute de preuves ou pour témoignages contradictoires. Garcia se croyait intouchable, protégé par l'omerta qui règne dans la police et un système conçu pour protéger les officiers comme lui. La trajectoire de collision entre Hélène Dubois et le brigadier chef Garcia a commencé par un chaud mardi après-midi devant l'épicerie du coin. Hélène s'était arrêtée pour acheter du lait lorsqu'elle remarqua Garcia et son partenaire. Le brigadier Rémi Leclerc, entourant 3 adolescents, les garçons, dont l'un qu'elle reconnut comme Karim, un ancien élève, se tenait dos au mur, les mains visibles, les visages figés dans une neutralité de circonstances qui masquait leur peur. La posture de Garcia était agressive alors qu'il leur demandait ce qu'ils faisaient à « traîner » devant le magasin. Malgré les sacs de course bien visibles à leurs pieds, Hélène s'approcha lentement, d'une manière non menaçante mais résolue. « Bonjour messieurs les agents », dit-elle, sa voix portant l'autorité naturelle d'une ancienne directrice. « Est-ce qu'il y a un problème? Je connais ces jeunes gens. Karim était l'un de mes élèves. » Le brigadier Leclerc recula légèrement, reconnaissant Hélène, mais Garcia maintint sa position. Les yeux plissés. « Ça ne vous regarde pas. Madame, veuillez reculer. » Hélène sourit doucement. « Je comprends, monsieur l'agent. Je pensais juste que je pourrais aider à clarifier les choses. » Ces garçons attendaient probablement leur bus. La mère de Karim a 2 emplois et est parfois en retard. Quelque chose dans la mâchoire de Garcia se crispa. Mais la présence d'une aînée respectée et le nombre croissant de badauds qui s'arrêtaient pour observer l'interaction le poussèrent à reculer à contre-cœur. « Circulez » dit-il aux adolescents, qui ramassèrent rapidement leurs sacs et remercièrent Hélène d'un signe de tête avant de partir. Alors qu'ils s'éloignaient, Garcia se tourna vers Hélène. « Vous devriez faire attention de ne pas vous mêler des affaires de la police. Madame, même avec votre statut dans la communauté. » Son insistance rendait clair ce qui n'était pas dit. Son statut de femme blanche et retraitée offrait une protection limitée. Hélène garda son sang-froid. « J'apprécie le travail difficile que vous faites. Brigadier chef, je crois simplement que notre communauté doit veiller les uns sur les autres. » Ce soir-là, Hélène appela son fils, Mathieu, comme chaque mardi. « Tout va bien, mon chéri », l'assura-t-elle, ne mentionnant l'incident que brièvement. Juste un excès de zèle policier. Rien que je n'ai déjà vu. Le colonel Mathieu Dubois,
à des milliers de kilomètres dans une base militaire non divulguée. Ressentit un malaise familier. Sa mère avait toujours minimisé le racisme auquel elle était confrontée, essayant de le protéger, même maintenant, à plus de 40 ans. Tu es sûre, maman? Je peux passer quelques coups de fil? Mathieu Dubois n'ose même pas. C'est ma communauté. Je gère ces situations depuis avant ta naissance. Elle changea de sujet pour parler de sa prochaine permission. La première en 18 mois. À l'insu d'Hélène, l'incident ne s'était pas terminé à l'épicerie. Son intervention avait humilié Garcia. Et il avait une excellente mémoire pour de tels affronts. Le lendemain matin, l'amie d'Hélène, Fatima Ziani, remarqua une voiture de patrouille passer lentement devant le jardin partagé pendant qu'elle travaillait avec les enfants. Hélène, murmura-t-elle en pointant discrètement, c'est la 3e fois qu'ils font le tour du pâté de maison. Hélène leva les yeux et vit le brigadier-chef Garcia la fixer directement depuis le siège passager avant que la voiture n'accélère. Suzanne, l'une des rares résidentes blanches activement impliquées dans le programme du jardin, surprit l'échange. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-elle. Sincèrement inquiète. Je suis sûre que ce n'est qu'une patrouille de routine, répondit Hélène, ne voulant pas inquiéter les autres. Mais alors qu'elle retournait aider la petite Zoé, 10 ans, à planter des plants de tomates, une froideur s'installa dans son estomac. Elle reconnut le regard dans les yeux de Garcia. Elle l'avait déjà vu chez ceux qui considéraient sa simple existence comme un défi. La surveillance avait commencé. Le colonel Mathieu Dubois n'était pas devenu l'un des commandants des forces spéciales les plus respectés de l'armée française par hasard. À 46 ans, il avait mérité chaque distinction par sa discipline, son génie stratégique et son leadership sans compromis, commandant une unité d'élite qui menait des opérations classifiées à travers le monde. Mathieu avait accompli ce que peu d'hommes issus de l'immigration avaient réussi dans l'armée, brisant des couches de barrières systémiques tout en maintenant son intégrité et son sens de la justice. Son dossier militaire comprenait 4 croix de la valeur militaire, 2 médailles des blessés de guerre et de nombreuses citations classifiées qui n'apparaîtraient jamais dans les archives publiques. Malgré ses réalisations extraordinaires, Mathieu avait été confronté à la discrimination tout au long de ses 24 ans de carrière militaire. De ses débuts à Saint-Cyr, où certains instructeurs lui imposaient des normes impossibles, au fait d'être écarté pour des promotions qui allaient à des officiers blancs moins qualifiés. Il avait navigué dans un système qui semblait souvent conçu pour le briser. Ce qu'il avait soutenu à travers chaque défi, c'était le souvenir de la croyance inébranlable de sa mère en lui et les leçons qu'elle lui avait enseignées sur la persévérance et la dignité. Hélène avait élevé Mathieu seul après que son père, l'adjudant-chef Jacques Dubois, fut tué lors d'une opération au Tchad alors que Mathieu n'avait que 3 ans. L'armée fournissait un certain soutien financier, mais c'est la détermination d'Hélène à donner à son fils toutes les opportunités qui a fait la différence. Tout en travaillant à plein temps comme enseignante, elle suivait des cours du soir pour se qualifier pour des postes administratifs mieux rémunérés. Elle a déménagé dans un appartement plus petit pour qu'il puisse vivre dans un quartier avec de meilleures écoles. Elle tapait ses dissertations sur une vieille machine à écrire tard dans la nuit et conduisait 2 heures chaque week-end pour qu'il puisse participer à un programme scientifique pour élèves doués. Lorsque des enseignants racistes tentaient de l'exclure des classes avancées, elle combattait le système avec une férocité tranquille qui finissait par user même les administrateurs les plus résistants. Maintenant, alors que Mathieu se préparait pour sa rare permission de 2 semaines pour visiter Marseille, il examinait les briefings de renseignement pour le prochain déploiement de son équipe. Mais les pensées de la brève mention de sa mère sur les problèmes avec la police locale ne cessaient de s'immiscer. Hélène avait toujours minimisé le racisme qu'elle rencontrait, croyant que s'attarder sur l'injustice ne faisait que lui donner du pouvoir. Mais Mathieu avait appris, à travers des années de travail de renseignement militaire, à reconnaître les subtilités de la communication, ce qui était dit et ce qui restait non dit. La mention désinvolte de l'incident par sa mère portait des signes avant-coureurs qu'il ne pouvait ignorer. Enfant, Mathieu avait eu ses propres rencontres avec le racisme qui l'avait façonné. À 8 ans, un propriétaire de magasin l'avait suivi dans les allées, l'accusant ouvertement de vol à l'étalage jusqu'à ce qu'Hélène arrive et exige calmement le directeur tout en filmant l'incident. À 12 ans, son professeur de sciences l'avait accusé de tricherie lorsqu'il avait obtenu la meilleure note à un examen. Jusqu'à ce qu'Hélène demande qu'il repasse une autre version du test sous surveillance. Et il obtint une note encore plus élevée. À 16 ans, la police l'avait arrêté, lui et un ami, pour correspondre à la description de suspects dans un cambriolage de quartier. Ne les relâchant que lorsqu'Hélène est arrivée avec leur entraîneur de basket, qui se trouvait être le frère du maire. Après chaque incident, Hélène l'asseyait pour la même conversation. « Mathieu, il y aura toujours des gens qui verront la couleur de ta peau avant de voir ton humanité. » disait-elle. « Tu ressentiras de la colère. Et c'est naturel, mais tu ne dois jamais laisser cette colère te contrôler. Canalise-la dans l'excellence. Ta réponse à l'injustice est de réussir si magnifiquement qu'ils ne pourront nier ta valeur. »
De retour à Marseille, Hélène assistait à une réunion de quartier au centre social, l'Espoir. Près de 200 résidents remplissaient la salle polyvalente alors que M. Chaïb animait une discussion sur les récents incidents avec la police. Nous ne sommes pas ici pour attaquer notre police, a clarifié le directeur. Nous sommes ici pour aborder des schémas de comportement spécifiques qui nuisent à notre communauté et trouver des solutions constructives. À l'insu des participants, les officiers Garcia et Leclerc étaient assis dans une voiture banalisée de l'autre côté de la rue, relevant les plaques d'immatriculation et prenant des notes sur les participants. À l'intérieur, les résidents partageaient leurs expériences à tour de rôle. Monsieur Jenkins a décrit avoir été contrôlé 3 fois en une semaine au volant de son nouveau SUV. Madame Taylor a raconté comment des officiers avaient interrogé agressivement son fils de 11 ans sur l'origine du nouveau vélo que ses grands-parents lui avaient offert pour son anniversaire. La mère de Karim a décrit l'anxiété croissante de son fils à l'idée de quitter la maison. Au fur et à mesure des témoignages, Hélène remarqua un schéma. Le nom du brigadier chef Garcia revenait sans cesse. Lorsque M. Chaïb a demandé des volontaires pour approcher le conseil municipal au sujet de la création d'un comité de surveillance citoyen, Hélène a été la première à lever la main. J'ai passé ma vie dans l'éducation, a-t-elle dit au groupe. Je sais comment parler aux administrateurs de questions difficiles tout en gardant l'accent sur les solutions constructives. Plusieurs autres se sont joints à elle. Et la réunion s'est terminée par une prière pour la paix et la justice. Alors que les participants sortaient, Fatima agrippa le bras d'Hélène. Tu es sûre de ça? Hélène, ces officiers ne jouent pas franc jeu. Hélène tapota la main de son amie avec assurance. Quelqu'un doit se lever. Fatima, j'ai 72 ans. Que peuvent-ils me faire? Point. De l'autre côté de la ville, au commissariat central, le commissaire divisionnaire Vincent Morel était assis derrière son bureau, examinant les statistiques d'arrestation lorsque Garcia frappa à sa porte. Entrez, Laurent. Qu'y a-t-il de si urgent? Point. Garcia posa un carnet sur le bureau. Réunion de quartier au centre, l'Espoir. Je pensais que vous devriez savoir qui s'organise contre nos services. Morel parcourut les pages, s'arrêtant sur le nom d'Hélène. Hélène Dubois, l'ancienne directrice. Oui, mon commissaire. Elle se positionne comme leur porte-parole. Elle prévoit d'approcher le conseil municipal pour un comité de surveillance citoyen. Morel retira ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Tout ce dont nous avons besoin. Des notables respectés qui s'en mêlent. Gardez un œil sur elle. Mais rien d'évident. Nous ne pouvons pas nous permettre une mauvaise publicité en ce moment avec l'examen du budget qui approche. Ce qu'aucun des deux hommes ne savait, c'est que le gardien de la paix Lucas Martin, un jeune de 26 ans récemment sorti de l'académie, avait entendu leur conversation depuis la pièce voisine. Martin avait rejoint la police avec de véritables idéaux de service public. Et il était de plus en plus perturbé par la culture dont il était témoin. Ce soir-là, Hélène reçut un appel anonyme. Madame Dubois, je ne peux pas m'identifier. Mais je vous appelle pour vous avertir. Les officiers Garcia et Leclerc surveillaient la réunion au centre aujourd'hui. Votre nom est sur une liste. S'il vous plaît, soyez prudente, avant qu'elle ne puisse poser de questions. L'interlocuteur raccrocha. Hélène resta assise dans sa cuisine, le téléphone toujours à la main, réfléchissant à ce développement. Plutôt que de l'effrayer, l'appel renforça sa résolution. S'il surveillait les réunions de quartier, la situation était encore plus grave qu'elle ne le pensait. Elle songea à appeler Mathieu, mais décida de ne pas le faire. Son fils portait suffisamment de fardeau en protégeant le pays. Elle gérerait cela elle-même, comme elle l'avait toujours fait. Le marché provençal du samedi était l'une des traditions les plus chères de Marseille, rassemblant des gens de tous les horizons. Le soleil du matin jetait une lueur dorée sur les auvents blancs alors que les vendeurs disposaient des produits frais, des conserves maison et des produits artisanaux. Hélène et Fatima arrivèrent tôt, installant une petite table avec une urne pour les dons et des dépliants pour la banque alimentaire du centre social. Quelle belle journée, commenta Fatima, ajustant son foulard coloré. Hélène hocha la tête, arrangeant des brochures qui détaillaient combien de familles locales dépendaient de la banque alimentaire. Monsieur Chaïb dit que nous servons 63 familles maintenant. 15 de plus que le mois dernier. La famille Miller vient de perdre sa couverture santé lorsque l'usine a réduit les heures. Leur table était au centre du marché, parfaitement positionnée pour qu'Hélène salue presque tous ceux qui passaient. Madame Hélène, les tartes que vous avez jugées dimanche dernier étaient quelque chose, lança Monsieur Thornton de l'étal de la boulangerie. Mon petit-fils est entré à l'université d'Aix-Marseille, annonça fièrement Madame Diallo en déposant un billet de 20 € dans l'urne. Grâce à votre recommandation de tutorat, Hélène tenait un catalogue mental des triomphes et des luttes de sa communauté, connectant les gens avec des ressources, des opportunités et les uns avec les autres. C'était son don, tisser le tissu social qui maintenait la résilience du quartier malgré les défis. Vers 10h30, Karim et 3 amis s'approchèrent, aidant un vendeur âgé à décharger des caisses de légumes frais. Les garçons travaillaient efficacement,
plaisantant entre eux avec la bravade exagérée des jeunes de 16 ans. Hélène sourit, se souvenant à quel point Karim avait été timide en CM1 et comment il s'était épanoui grâce au programme de mentorat. Son sourire s'effaça lorsqu'une voiture de police se gara au bord du marché. Les officiers Garcia et Leclerc en sortirent, ostensiblement en patrouille de routine. Mais Hélène nota comment le regard de Garcia se fixa immédiatement sur le groupe de Karim. Les officiers firent un lent tour du marché, la main de Garcia reposant nonchalamment sur son étui, sa posture communiquant l'autorité et une agression à peine contenue. Les vendeurs se firent plus silencieux à leur passage, les conversations ne reprenant que lorsqu'ils passaient à l'étal suivant. « Ils viennent tous les week-ends ce mois-ci », murmura Fatima. « On ne voyait jamais la police ici avant. » Hélène regarda les officiers s'approcher du groupe de Karim. « Faisons une pause », dit-elle à Fatima, se dirigeant délibérément vers la situation qui se développait. En s'approchant, elle pouvait entendre Garcia interroger les garçons. « Où t'as eu l'argent pour ces nouvelles chaussures ? Mon gars ?» demandait-il à Karim, qui se tenait rigide, les mains visibles sur les côtés. « Mon travail, monsieur. Je remplis les rayons à l'épicerie Harrison après l'école. »« Ah oui, ça doit payer plutôt bien pour un travail à temps partiel. Ça te dérange de vider tes poches ? » Point. Karim obtempéra immédiatement, ne révélant qu'un téléphone portable, des clés et 12 € en espèces. L'officier Leclerc se tenait légèrement en retrait, l'air mal à l'aise, mais ne disait rien. Hélène s'approcha avec un calme délibéré, sa voix portant l'autorité exercée pendant des décennies dans l'éducation. « Bonjour, messieurs les agents. Y a-t-il un problème ici ? » Point. L'expression de Garcia se durcit lorsqu'il la reconnut. « Affaire de police officielle. Madame Dubois, veuillez reculer. » Hélène maintint sa position. « Je suis juste préoccupée parce que ces jeunes hommes sont bénévoles aujourd'hui. » Karim, ne dois-tu pas être au stand du jardin partagé dans 15 minutes pour aider Madame Suzanne ? Point. Karim hocha la tête, reconnaissant pour l'intervention, mais clairement nerveux. « Oui, madame, ces garçons ont été signalés comme agissant de manière suspecte, » déclara sèchement Garcia. « Nous effectuons un contrôle de routine. » « Signalés par qui ? » demanda Hélène, regardant autour d'elle les visages familiers du marché. « C'est une information de police confidentielle, » répondit Garcia. Les autres garçons restaient figés, les yeux baissés, ayant appris que toute expression, même un contact visuel, pouvait être interprété comme un défi. Hélène prit une profonde inspiration. « Brigadier chef Garcia, je connais ces jeunes hommes depuis l'école primaire. Ce sont de bons garçons qui font régulièrement du bénévolat. S'il y a eu un malentendu, peut-être pouvons-nous le résoudre rapidement pour qu'ils puissent continuer leur service communautaire. » Quelque chose en Garcia craqua à son ton raisonnable. « Madame Dubois, je vais vous demander une dernière fois de reculer. Vous interférez avec une enquête de police. » Plusieurs marchands s'étaient arrêtés pour observer l'interaction. Des téléphones apparurent, enregistrant discrètement sous différents angles. Hélène sentit la tension monter, mais resta extérieurement composée. « Je comprends que vous avez un travail à faire. Officier, je fournis simplement un contexte qui pourrait vous aider à évaluer la situation plus précisément. » Garcia s'approcha, envahissant son espace personnel. « C'est vous qui déposez une plainte contre moi au conseil municipal ? » Point. La question, sans rapport avec la situation actuelle, révéla sa véritable motivation. Hélène ne s'y a pas. « Brigadier chef, j'exerce mon droit constitutionnel de pétitionner le gouvernement local sur les préoccupations de la communauté. Cela n'a rien à voir avec ces jeunes hommes. » Donc c'est un oui, dit Garcia, sa voix baissant dangereusement. « Vous pensez pouvoir retourner cette ville contre sa police ? Porter des accusations contre des officiers qui risquent leur vie tous les jours. Je pense que nous voulons tous la même chose, une communauté sûre où tout le monde est traité avec dignité. » Répondit Hélène avec constance. « Maintenant, à moins que ces jeunes hommes ne soient en état d'arrestation, ils ont des responsabilités à assumer. » La main de Garcia jaillit soudainement, poussant Hélène en arrière avec suffisamment de force pour faire trébucher la femme de 72 ans. Elle perdit l'équilibre, tombant lourdement sur le pavé. Des halètements éclatèrent parmi les spectateurs. Fatima se précipita. « Hélène !» Karim bougea instinctivement pour l'aider. Mais Leclerc lui bloqua le chemin. « Ne bouge pas, gamin !» Hélène tenta de se relever, les paumes éraflées et saignant légèrement. La voix de Garcia devint officielle, assez forte pour que tous les témoins l'entendent. « Madame, restez à terre. Vous êtes en état d'arrestation pour rébellion. » « En état d'arrestation ?» Hélène semblait véritablement déconcertée. « Pour quel motif ? » Point. Au lieu de répondre, Garcia lui saisit le bras, le tordant brutalement derrière son dos alors qu'il la forçait à retourner au sol. Une douleur fulgurante traversa l'épaule d'Hélène alors que son visage était pressé contre le béton. « Cessez de résister !» cria Garcia, bien qu'elle n'offrit aucune résistance. En quelques secondes, il lui menotta les poignets derrière le dos, son genou pressé entre ses omoplates. Du sang coulait de la tempe d'Hélène là où elle avait heurté le pavé. La foule s'était agrandie, des dizaines de téléphones enregistraient. Mais personne n'intervint. La peur était palpable.
Si cela pouvait arriver à Madame et Hélène, que ferait-il à quiconque essaierait de les arrêter? Vous devez l'aider, supplia Fatima à la foule. Ce n'est pas juste. L'officier Leclerc s'approcha d'elle. Madame, reculez maintenant ou vous serez arrêtée pour obstruction. Malgré la douleur et le choc, Hélène garda sa dignité. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Ses yeux restèrent clairs et concentrés, rencontrant le regard des membres de la communauté alors que Garcia la relevait brutalement. Je vais bien, dit-elle à Fatima. Appelez Monsieur Chaïb et mon fils. Du sang coulait visiblement sur son visage alors que Garcia la conduisait vers la voiture de police. Le marché était tombé dans un silence complet, à l'exception du cliquetis des appareils photo des téléphones et des murmures d'indignation. Alors qu'ils atteignaient la voiture, Garcia se pencha près de l'oreille d'Hélène. Plus si fière maintenant, n'est-ce pas? Murmura-t-il en la poussant sur la banquette arrière. Alors que la voiture s'éloignait, le sortilège de l'inaction se brisa. Les gens commencèrent à appeler leurs proches, à publier des vidéos en ligne et à se rassembler en groupe de discussion sous le choc. La voix tremblante de Karim put être entendue alors qu'il appelait Monsieur Chaïb. Ils ont arrêté Madame Hélène. Il y a du sang. Elle a demandé à vous voir. Vous et son fils. Fatima se tenait au centre du marché, sa voix portant avec une force émotionnelle. Avez-vous vu ce qui vient de se passer? L'avez-vous enregistré? Il faut que ça s'arrête maintenant. Dans tout Marseille, les téléphones commencèrent à sonner avec des notifications de SMS et des alertes sur les réseaux sociaux. Une notable âgée agressée par la police au marché. La tempête éclatait. Pouvez-vous imaginer assister à quelque chose d'aussi injuste arriver à une aînée respectée de votre communauté? Auriez-vous le courage d'intervenir ou la peur vous retiendrait-elle? Commentez numéro 1 si vous pensez que les policiers devraient être tenus à des normes plus élevées que les citoyens ordinaires, car ils détiennent des postes de pouvoir. Commentez numéro 2 si vous pensez qu'Hélène aurait dû s'occuper de ses affaires et ne pas intervenir. Mettez un pouce bleu si vous croyez qu'il faut se dresser contre l'injustice, même quand c'est difficile. Abonnez-vous pour voir ce qui se passe lorsque Mathieu découvre ce qui est arrivé à sa mère. L'officier Garcia a-t-il commis une erreur fatale en ciblant la mère d'un commandant d'élite de l'armée? Continuons et découvrons comment cette situation explosive se développe. Le commissariat central de Marseille était un bâtiment moderne en briques de 2 étages. Ses lignes épurées et son hall spacieux étaient conçus pour projeter le professionnalisme et la transparence. Mais dans la petite salle de traitement à l'arrière, Hélène Dubois était assise, menottée à un banc en métal. Du sang séchait toujours sur sa tempe, ne recevant ni soins médicaux ni explications. 2 heures s'étaient écoulées depuis son arrestation au marché. Sa demande de nettoyer la plaie ou de parler à un avocat avait reçu la même réponse. En temps voulu, madame, elle maintenait une posture parfaite malgré l'inconfort. Son expression neutre, ne trahissant ni peur ni colère. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, les officiers Garcia et Leclerc entrèrent, suivis d'une femme officier qui déverrouilla l'une des menottes d'Hélène et la fixa à la table au lieu du banc. Madame Dubois, commença Garcia, son ton faussement professionnel alors qu'il activait un enregistreur. Vous êtes accusée d'outrage, rébellion et agression sur un agent de la force publique. Ce sont des accusations graves qui entraînent des peines importantes. L'officier Leclerc et moi-même sommes ici pour prendre votre déposition. Hélène le regarda fixement. Je souhaite recevoir des soins médicaux et voir un avocat avant de répondre à toute question. Des soins médicaux? La voix de Garcia dégoulinait de sarcasme. Pourquoi? Cette petite égratignure me semble être le résultat d'une chute lors de votre comportement agressif. Je n'ai agressé aucun officier ni résisté à l'arrestation, déclara clairement Hélène. J'ai été jetée au sol alors que je tentais de désamorcer une situation. Il y a des dizaines de témoins et des enregistrements vidéo. L'officier Leclerc se tortilla mal à l'aise, évitant son regard. L'expression de Garcia se durcit. Les vidéos peuvent être trompeuses. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est vous approchant agressivement des officiers lors d'une enquête légitime, tentant de les intimider pour qu'ils abandonnent leurs fonctions. Hélène se permit un léger sourire. Est-ce ce qui s'est passé? Brigadier Leclerc? Demanda-t-elle en se tournant vers le jeune officier. Vous êtes-vous senti intimidé par une femme de 72 ans posant des questions? Avant que Leclerc ne puisse répondre, Garcia intervint. C'est nous qui posons les questions ici. Madame Dubois, maintenant, parlons de votre historique de militantisme anti-police et de la façon dont vous organisez les résidents contre nos services. Je crois que vous confondez l'engagement civique avec le militantisme. Brigadier chef, maintenant, je répète ma demande de soins médicaux et d'un avocat. L'interrogatoire se poursuivit pendant encore 40 minutes. Garcia tentant de provoquer une réaction émotionnelle chez Hélène tandis qu'elle répétait calmement ses demandes. Finalement, leur impasse fut interrompue par un coup sec. Le commissaire Morel entra, l'air tendu. Un mot. Garcia. Dans le couloir, Morel ferma la porte derrière eux. Mais à quoi diable pensiez-vous en arrêtant Hélène Dubois? C'est la personne la plus respectée de la communauté. Elle m'a agressé lors d'une intervention. Mon commissaire,
insista Garcia. Des témoins le confirment, les yeux de Morel se plissèrent. J'ai vu les vidéos. Garcia, elles sont déjà partout sur les réseaux sociaux. Ça ne ressemble pas à une agression de mon point de vue. Ces vidéos ne montrent pas toute l'histoire. Je m'en fiche, siffla Morel. Ce qui m'importe, c'est que nous avons maintenant un cauchemar de relations publiques sur les bras. Il y a déjà une foule qui se rassemble dehors. Monsieur Chaïb donne des interviews aux chaînes d'infos locales. Et son fils est apparemment un gros bonnet de l'armée qui est en route. Pour la première fois, une incertitude vacilla sur le visage de Garcia. Son fils ? Point. Colonel quelque chose, dit Morel avec dédain. Faites-la nettoyer et traiter son dossier. Je vais appeler le procureur pour voir si on peut étouffer ça discrètement. De l'autre côté de la ville, les vidéos de l'arrestation d'Hélène se propageaient rapidement sur les plateformes de médias sociaux. Les images étaient choquantes, une femme âgée digne, jetée au sol, saignant, menottée et emmenée tout en gardant son sang-froid. Les groupes de discussion communautaires explosèrent d'indignation et d'efforts d'organisation. Monsieur Chaïb avait établi un centre de commandement improvisé au centre social, coordonnant le soutien juridique et la réponse communautaire. Il nous faut des gens au commissariat. Mais pacifiques, disciplinés, instruisait-il les bénévoles. Personne ne leur donne d'excuses pour une action supplémentaire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le colonel Mathieu Dubois était assis dans la soute d'un avion de transport militaire. Son téléphone rempli de messages urgents alors que l'avion commençait sa descente vers la base aérienne la plus proche. La première alerte était venue de Monsieur Chaïb. Urgence. Votre mère arrêtée, blessée. Contactez-moi dès que possible. Puis les vidéos commencèrent à arriver de divers membres de la communauté, chacune montrant l'incident sous des angles différents. En tant qu'officier de renseignement habitué à analyser des données visuelles, Mathieu comprit exactement ce qu'il voyait. Sa mère s'était approchée calmement. L'officier Garcia avait escaladé. La poussée était non provoquée. La mise au sol était excessive. L'arrestation était injustifiée, malgré la fureur qui montait en lui. L'extérieur de Mathieu resta calme alors qu'il élaborait méthodiquement un plan d'action. D'abord, il contacta son officier exécutif. Le commandant Rivera. J'ai besoin que vous accédiez au dossier du personnel du commissariat de Marseille. Officier Laurent Garcia et Rémi Leclerc. Antécédents complets. Historique des plaintes. Connexion. Priorité absolue. Ensuite, il appela le capitaine Washington de son équipe de renseignement. J'ai besoin de temps satellite sur Marseille. Surveillance à spectre complet des communications radio de la police et des tours de téléphonie mobile centrés sur le commissariat. Code d'autorisation Sierra Tango 479. Ce n'est qu'après avoir sécurisé ses ressources qu'il rappela Monsieur Chaïb. Je suis à 3 heures de là, dit-il au directeur. Sa voix contrôlée. Quel est son statut ? Point. Toujours en garde à vue. Il l'accuse d'agression sur un officier et de rébellion. Nous avons Maître Jackson en route. Mais ils font obstruction pour qu'il la voie. Il y a une foule croissante devant le commissariat. Les camionnettes des chaînes d'infos arrivent. Gardez le calme, Monsieur Chaïb. Je gère ça par des canaux auxquels ils ne s'attendent pas. Assurez-vous simplement que ces vidéos continuent de circuler. Je veux que chaque angle soit préservé. De retour au commissariat, Hélène reçut enfin des soins médicaux minimes. Un jeune officier nettoya la plaie sur sa tempe et fournit une poche de glace pour son épaule. Mais elle resta en garde à vue, maintenant déplacée dans une salle d'interrogatoire où le procureur de la République, Olivier Bertrand, avait rejoint le commissaire Morel. Madame Dubois, commença Bertrand avec une cordialité forcée. C'est une situation regrettable. Je pense que nous pouvons la résoudre rapidement si vous êtes prête à être raisonnable. Je suis toujours raisonnable, monsieur le procureur, répondit calmement Hélène. Je voudrais parler avec mon avocat. Bertrand échangea un regard avec Morel. Bien sûr, c'est votre droit, mais avant d'emprunter cette voie conflictuelle, je suis prêt à vous proposer un accord. Nous réduisons les charges à un simple délit. Trouble à l'ordre public. Pas de prison, juste du travail d'intérêt général. Du travail d'intérêt général. Un sourcil d'Hélène se haussa légèrement. Pour avoir été agressée par l'officier Garcia ? Je ne crois pas, monsieur le procureur. Madame Dubois, intervint Morel. Vous devez comprendre la gravité de l'agression sur un officier de police. Je comprends la gravité d'un officier de police agressant une femme de 72 ans devant des dizaines de témoins. Corrigea Hélène. Je comprends la gravité de refuser des soins médicaux et une représentation légale à une citoyenne en garde à vue. Et je comprends la gravité de tenter d'extorquer de faux aveux par des accords inappropriés. L'attitude amicale de Bertrand s'évapora. Vous faites une erreur. L'officier Garcia a un dossier impeccable. C'est votre parole contre la sienne. Et la parole des témoins. Et les preuves vidéo. Et l'examen médical que je demanderai dès ma libération qui documentera des blessures incompatibles avec votre version des faits. Avant que Bertrand ne puisse répondre, il y eut une agitation dans le hall. Le murmure des voix s'intensifia. Des dizaines, puis des centaines de personnes se rassemblaient devant le commissariat. Par la fenêtre, ils pouvaient voir des camionnettes de chaînes d'infos.
Des journalistes installant des caméras. Le téléphone de Bertrand vibra de messages. Ça devient incontrôlable, marmonna Morel. Nous devons contenir ça. Trop tard pour ça, répondit Bertrand, parcourant ses messages. Les vidéos sont partout. Et apparemment, son fils est une sorte de ponte de l'armée qui a appelé le cabinet du préfet. Pour la première fois, Hélène se permit un petit sourire. Mathieu arrivait, et il apportait avec lui ses ressources considérables et son esprit stratégique. Le système sur lequel les officiers Garcia et le commissaire Morel comptaient pour les protéger était sur le point d'entrer en collision avec une force qu'ils n'auraient pas pu anticiper. Dehors, la foule avait atteint près de 300 personnes. Debout en solidarité silencieuse. Beaucoup tenaient des pancartes faites à la main. Justice pour Hélène. Nous regardons, personne au-dessus de la loi. Monsieur Chaïb se tenait au premier plan, dirigeant la manifestation avec une autorité tranquille, s'assurant qu'elle restait puissante mais pacifique. Alors que le soleil commençait à se coucher, les caméras de télévision capturaient la veillée grandissante. L'histoire se propageait au-delà de Marseille, aux médias régionaux puis nationaux. À l'intérieur du commissariat, les officiers regardaient nerveusement la foule continuer de grossir, illuminée maintenant par des bougies et les lumières des téléphones portables. C'est de ta faute, dit le commissaire Morel à Garcia dans un murmure dur. Tu ferais mieux de prier pour qu'on puisse s'en sortir. Le SUV noir entra dans Marseille peu après 21h ce soir-là. Ses plaques gouvernementales attirant des regards curieux alors qu'il naviguait à travers la ville. Le colonel Mathieu Dubois, toujours dans son uniforme militaire, avait changé de transport plusieurs fois depuis son atterrissage, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un habitué à entrer en territoire hostile. Bien que ce soit sa ville natale, il l'abordait maintenant comme un environnement tactique nécessitant la collecte de renseignements et un positionnement stratégique. Son premier arrêt fut le commissariat central, un bâtiment qu'il se souvenait de son enfance, mais qu'il évaluait maintenant avec les yeux d'un stratège militaire. La foule à l'extérieur s'était quelque peu éclaircie, mais comptait toujours plus d'une centaine de citoyens déterminés maintenant leur veillée. Mathieu se gara à un pâté de maison, observant la scène avant de s'approcher. Monsieur Chaïb le reconnut immédiatement. Mathieu, dit-il en étreignant brièvement l'officier. Dieu merci, vous êtes là. Ils la détiennent toujours, refusant de fixer une caution avant demain matin. Quel est son état physique ? Demanda Mathieu. Sa voix contrôlée. Ils l'ont finalement laissé voir le médecin il y a environ 3 heures. Blessure superficielle à la tête. Épaule contusionnée. Possible entorse du poignet. Rien de mortel, mais elle a besoin de soins médicaux appropriés. Surtout à son âge. Mathieu hocha la tête, traitant cette information. Je m'en occupe à partir de maintenant. Monsieur Chaïb, maintenez la présence de la communauté visible. Mais assurez-vous que tout le monde reste discipliné. Pas de provocation, pas d'escalade, bien sûr, ce sont de bonnes personnes. Mathieu, ils en ont juste assez de l'injustice. Je comprends, ça s'arrête ce soir. Mathieu redressa son uniforme et se dirigea directement vers l'entrée du commissariat. Dans le hall éclairé au néon, un sergent de bureau nerveux leva les yeux alors que Mathieu s'approchait. Remarquant l'uniforme impressionnant avec ses rangées de décorations de combat. Je peux vous aider, mon colonel ? Point. Mon nom est Mathieu Dubois. Vous détenez ma mère, Hélène Dubois. Je suis ici pour la voir immédiatement. L'expression du sergent se changea en lassitude. Les heures de visite sont terminées. Mon colonel, vous pouvez revenir demain matin lorsque le magistrat fixera la caution. Mathieu se pencha légèrement en avant. Sa voix basse mais portant une autorité absolue. Ce n'était pas une demande. Sergent, je suis ici pour voir ma mère maintenant. Elle a 72 ans, a été blessée sous votre garde et s'est vue refuser des soins médicaux appropriés et une représentation légale pendant plus de 8 heures. Cela constitue une maltraitance de personnes âgées, des violations des droits civils et potentiellement une négligence criminelle. Le sergent déglutit visiblement. Je vais devoir parler au chef de poste. Mon colonel, faites donc. J'attends, alors que le sergent décrochait le téléphone. La porte intérieure s'ouvrit et le brigadier chef Garcia apparut. S'arrêtant net en voyant Mathieu. Il évalua l'uniforme militaire sans reconnaître son importance et s'approcha avec l'assurance de quelqu'un habitué à contrôler chaque situation. Y a-t-il un problème ici ? Demanda-t-il au sergent. Ce monsieur demande à voir Hélène Dubois, expliqua le sergent. Son fils. Garcia se tourna vers Mathieu. La reconnaissance se faisant jour. Monsieur Dubois, je comprends votre inquiétude, mais votre mère est détenue pour des accusations graves. Elle a agressé un officier lors d'une opération de police légitime. Mathieu étudia attentivement Garcia, notant la plaque nominative qui confirmait que c'était l'officier qui avait agressé sa mère. Il dissimula délibérément son grade et sa position pour le moment. Vraiment ? C'est intéressant, parce que j'ai vu plusieurs vidéos vous montrant en train de pousser une femme de 72 ans au sol sans provocation. La mâchoire de Garcia se crispa. Les vidéos ne montrent pas toute l'histoire. Votre mère interférait avec une affaire de police. Est devenue agressive et a résisté aux ordres légitimes.
J'ai analysé des images de combat professionnellement pendant plus de 20 ans. Brigadier chef Garcia. Je sais exactement ce que ces vidéos montrent. Garcia s'approcha, tentant d'utiliser son léger avantage de taille pour intimider. Écoutez, je comprends que vous soyez contrarié pour votre maman. Mais elle aurait dû vous apprendre à respecter les forces de l'ordre au lieu de s'en mêler. Peut-être que si elle avait fait un meilleur travail en vous élevant, vous comprendriez que lorsqu'un officier donne un ordre, vous obéissez? Mathieu ne laissa aucune réaction paraître sur son visage. Bien que l'insulte ait été enregistrée, ma mère m'a enseigné de nombreuses leçons précieuses. Brigadier chef, la discipline, l'intégrité et l'importance de tenir les systèmes responsables lorsqu'ils manquent à leurs devoirs envers les personnes qu'ils sont censés protéger. Les systèmes, ricana Garcia. Vous parlez comme elle, toujours sur vos grands chevaux jusqu'à ce que vous receviez ce qui vous attend. Votre mère a eu ce qu'elle méritait. Heureusement pour elle, nous n'avons rien trouvé de plus grave pour l'inculper. Mathieu évalua l'officier en face de lui. Reconnaissant la forme particulière d'arrogance qui vient d'années de pouvoir incontrôlé, il prit la décision stratégique de se retirer temporairement plutôt que d'escalader la confrontation avant d'avoir toutes ses ressources en place. Je serai de retour demain matin. Brigadier chef, avec des avocats, des contacts dans les médias et plusieurs autres ressources qui pourraient vous surprendre. Faites donc, sourit Garcia. Pendant ce temps, votre mère peut profiter de nos logements. Mathieu se tourna et sortit calmement du commissariat, formulant déjà ses prochains mouvements. Son premier appel fut pour le commandant Rivera. Qu'avez-vous trouvé? Antécédent complet sur Garcia et Leclerc. Mon colonel, rapporta Rivera. Garcia a 17 plaintes pour violences excessives enterrées dans les dossiers de l'IGPN. Tout impliquant des suspects issus de minorités. Le commissaire Morel est personnellement intervenu dans au moins 8 cas pour empêcher des mesures disciplinaires. Il y a aussi des preuves de contrôle aux faciès. Le taux d'arrestation de Garcia pour les citoyens d'origine maghrébine est 4,3 fois plus élevé que pour les citoyens blancs dans des situations identiques. L'officier Leclerc, plus récent. Seulement 3 ans de service. Plainte minime. Semble suivre plutôt qu'initié. Potentiellement exploitable comme témoin si la pression est appliquée correctement. Excellent. Transférez tout à cette adresse email sécurisée. L'arrêt suivant de Mathieu fut l'hôpital de la Timone où sa mère avait été brièvement traitée avant d'être ramenée en garde à vue. Utilisant sa carte d'identité militaire, il obtint des copies de son rapport médical préliminaire, notant qu'il documentait des blessures compatibles avec le fait d'avoir été jeté de force au sol. Contredisant le récit officiel de la police selon lequel elle avait trébuché et était tombée lors d'un comportement agressif. De là, il se rendit chez Fatima Ziani, où plusieurs témoins du marché s'étaient rassemblés. Pendant les 2 heures suivantes, Mathieu collecta des preuves vidéo sous plusieurs angles, chacune montrant la même séquence d'événements, sa mère s'approchant calmement, Garcia devenant agressif, puis la poussant violemment au sol sans provocation. À minuit, Mathieu avait assemblé un dossier de preuves numériques complet et avait pris contact avec Maître Jackson, un avocat respecté des droits de l'homme qui avait tenté de voir Hélène toute la journée. Ils font obstruction délibérément, confirma Jackson, mais j'ai déposé des requêtes en référé pour sa libération et documenté chaque violation de procédure. L'audience est fixée à 9 h demain matin. J'y serai, l'assura Mathieu, et j'apporte des ressources importantes. Juste après 1 h du matin, Mathieu arriva à la modeste maison de sa mère, utilisant la clé de secours qu'elle avait toujours gardée cachée sous une fausse pierre dans le jardin. À l'intérieur, la maison était exactement comme il s'en souvenait, impeccablement propre, remplie de livres, de photos de famille et d'anciens élèves, et le parfum subtil de cire au citron. Il établit un centre de commandement dans la chambre d'amis, installant du matériel de communication sécurisé et plusieurs ordinateurs portables. Ses collègues militaires avaient travaillé à distance, compilant un dossier complet sur les pratiques du commissariat de Marseille. Le tableau qui se dessinait était inquiétant, un schéma de contrôle aux faciès contre les résidents issus de minorités. Des plaintes pour violences excessives systématiquement enterrées. Et une relation étroite entre le commissaire Morel et le procureur Bertrand qui assurait que les officiers comme Garcia restaient protégés. Mathieu documentait méticuleusement ce schéma lorsqu'il reçut une alerte de son système de surveillance. Une voiture de police passait lentement devant la maison. Il se déplaça vers la fenêtre, regardant le véhicule faire un second passage avant de continuer dans la rue. Le message était clair, il le surveillait aussi. Mathieu se permit un sourire sombre. Il n'avait aucune idée de qui ils avaient affaire, ni des ressources qu'ils pouvaient mobiliser. Aux premières heures du matin, Mathieu reçut un autre rapport préoccupant du médecin de sa mère. L'examen rapide au commissariat avait manqué des signes d'une possible commotion cérébrale. Et son âge la rendait vulnérable aux complications. Mathieu prit une décision immédiate. Audience ou pas, sa mère avait besoin de soins médicaux appropriés. À 6 h du matin, il était de retour chez Fatima, ayant formulé un nouveau plan. J'ai besoin que vous contactiez ces chaînes d'infos locales.
lui dit-il en lui fournissant une liste. Dites-leur que le fils d'Hélène Dubois, un officier militaire décoré, la transférera à l'hôpital Nord en raison de préoccupations concernant des soins médicaux inadéquats. Donnez-leur cette plage horaire. Mais ils ne l'ont pas encore libérée, fit remarquer Fatima. Ils le feront, l'assura Mathieu. À 8h30, Mathieu arriva au commissariat en grand uniforme, affichant maintenant délibérément son grade et ses décorations bien en vue. La foule à l'extérieur s'était à nouveau rassemblée, plus nombreuse maintenant avec l'ajout des équipes de télévision alertées par Fatima. Alors que Mathieu s'approchait de l'entrée, les journalistes lui posèrent des questions qu'il reconnut d'un signe de tête poli. Mais sans commentaire. À l'intérieur, l'atmosphère avait considérablement changé. Le commissaire Morel lui-même attendait dans le hall. Son expression un sourire forcé. « Colonel Dubois », dit-il en tendant la main, que Mathieu ne prit ostensiblement pas. « Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion au sujet de la situation de votre mère. Nous avons traité sa libération en attendant l'audience de ce matin. Elle sortira d'un moment à l'autre. » Commissaire Morel, reconnut Mathieu avec une formalité militaire. « J'emmènerai ma mère directement à l'hôpital Nord pour une évaluation médicale appropriée de ses blessures. J'espère qu'il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'elle reçoive des soins appropriés. » Avant que Morel ne puisse répondre, la porte intérieure s'ouvrit et Hélène apparut, escortée par le gardien de la paix Lucas Martin. Malgré avoir passé la nuit dans une cellule, elle se tenait avec dignité. Bien que Mathieu ait immédiatement noté la raideur de ses mouvements et la décoloration à sa tempe où elle avait heurté le pavé. « Maman », dit-il doucement, se déplaçant à ses côtés et lui offrant son bras pour la soutenir. « Mathieu », répondit-elle, sa voix stable mais fatiguée. « Je t'avais dit de ne pas faire d'histoire. Ce n'est pas une histoire. Maman, juste s'occuper d'une réforme de la police communautaire qui n'a que trop tardé. » Alors qu'il se tournait pour partir, le brigadier chef Garcia apparut d'un couloir latéral, s'arrêtant brusquement en voyant Hélène être libérée. Ses yeux se plissèrent alors qu'il détaillait l'uniforme complet de Mathieu avec ses insignes de colonel et ses rangées de décorations de combat. Pour la première fois, une incertitude vacilla sur le visage de Garcia, alors qu'il réalisait qu'il avait peut-être gravement sous-estimé son adversaire. Mathieu rencontra le regard de Garcia avec l'évaluation froide d'un vétéran du combat qui avait affronté des adversaires bien plus dangereux. Sans un mot, il guida sa mère devant l'officier et sortit à la lumière du matin où la communauté éclata en applaudissements à la vue d'Hélène. Alors que les caméras capturaient leur sortie, Mathieu se pencha près de sa mère. « Ce n'est que le début, » promit-il doucement. « Nous allons changer les choses ici. » Hélène serra doucement son bras. « Je sais, mon fils, c'est pour ça qu'ils avaient si peur. » La chambre d'amis de la modeste maison d'Hélène s'était transformée en un centre de commandement high-tech dans les 24 heures suivant l'arrivée de Mathieu. 3 ordinateurs portables analysaient en continu les communications de la police, les tendances des médias sociaux et les bases de données juridiques. Un téléphone satellite sécurisé assurait une connexion directe avec son équipe de soutien militaire. Sur les murs, Mathieu avait créé un tableau d'enquête à l'ancienne avec des photos des acteurs clés, une chronologie des événements et des matrices de connexion, cartographiant les relations entre le commissariat, le bureau du procureur et la mairie. Le centre de commandement devint pleinement opérationnel lorsque la spécialiste technique Sophia Rivera et l'officier de renseignement James Washington arrivèrent de leur base. Ostensiblement en permission, mais apportant leurs compétences considérables à la mission. Le service compte 28 officiers au total, expliqua Washington, pointant les dossiers du personnel obtenus par des canaux non officiels, sur la base des schémas de plainte et des communications internes que nous avons interceptés. Nous en avons identifié 7 qui participent activement à des pratiques discriminatoires, 12 qui sont des facilitateurs passifs, et 9 qui montrent des signes de malaise avec la culture actuelle mais craignent des représailles s'ils parlent. Sophia Rivera, une experte en informatique capable de naviguer dans n'importe quel système, avait établi un accès à distance à de multiples bases de données. Le commissaire Morel a enterré 17 plaintes pour violences excessives contre Garcia au cours des 5 dernières années, rapporta-t-elle en faisant défiler des documents numérisés. Chaque classement sans suite nécessitait l'approbation du procureur Bertrand, indiquant une coordination entre les services pour protéger les officiers à problème. Mathieu étudia les preuves méthodiquement. Donc Morel et Bertrand sont les pierres angulaires du système de protection. Des liens directs entre eux au-delà du professionnel ? Washington hocha la tête. La campagne de Bertrand pour le poste de procureur a reçu un financement substantiel du syndicat de la police. Leurs épouses siègent au même conseil d'administration caritatif. Leurs enfants ont fréquenté la même école privée hors du district. Et ils possèdent des propriétés adjacentes au bord d'un lac, achetées par le biais d'une SCI qui masque la relation. Des liens financiers ? Rien d'explicite pour l'instant, répondit Rivera, mais je creuse encore.
Il y a un schéma inhabituel d'approbation d'heures supplémentaires et de primes pour missions spéciales pour certains officiers. Y compris Garcia. Cela pourrait être une forme de système de récompense pour les officiers qui appliquent les politiques non écrites. Pendant que son équipe poursuivait son enquête, Mathieu s'inquiétait de plus en plus de l'état de sa mère. L'examen médical initial à l'hôpital Nord avait révélé une légère commotion cérébrale. Des côtes meurtries, des contusions faciales et une entorse du poignet. Tout cela étant compatible avec le fait d'avoir été projeté violemment au sol. Plus préoccupant était l'observation du médecin selon laquelle le traitement retardé avait exacerbé les blessures. Après s'être assuré qu'Hélène se reposait confortablement dans sa chambre, Mathieu prit une décision difficile. Nous devons la transférer à la clinique de Pinehurst dans le département voisin. Dit-il à Washington, je ne fais pas confiance à l'administration de l'hôpital local pour ne pas partager ces informations médicales avec Morel. Ils ont été trop proches du commissariat pendant des années. Mon colonel, cela ne pourrait-il pas être considéré comme une ingérence si nous construisons un dossier juridique ? Demanda Washington. Potentiellement, mais sa sécurité est prioritaire. J'ai vu Morel passer devant cette maison 3 fois aujourd'hui. Il nous surveille, ce qui signifie qu'il s'inquiète de ce qu'elle pourrait révéler. Je ne prends aucun risque avec son bien-être. Ce soir-là, Mathieu transporta personnellement sa mère à la clinique de Pinehurst, empruntant un itinéraire indirect pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Le médecin de garde, le docteur Keller, effectua un examen approfondi et confirma les inquiétudes de Mathieu. Ses blessures sont totalement incompatibles avec le rapport de police affirmant qu'elle a trébuché et est tombée, déclara le docteur Keller, examinant la documentation que Mathieu avait apportée. Le schéma des contusions indique qu'elle a été projetée de force contre une surface dure. Et compte tenu de son âge, le fait de ne pas fournir de soins médicaux immédiats constitue au minimum une négligence. Seriez-vous prêt à fournir un témoignage d'expert à cet effet si nécessaire ? Demanda Mathieu. Absolument. Ce genre de traitement d'une patiente âgée est inadmissible. De retour au centre de commandement, Rivera avait fait une percée. Mon colonel, j'ai identifié 5 témoins du marché qui ont été pressurisés par la police pour changer leur déclaration sur ce qui s'est passé. 2 ont refusé et leurs informations ont été écartées. 3 ont modifié leur récit après des menaces implicites sur des questions sans rapport, des amendes de stationnement, des permis d'exploitation, et dans un cas, leur statut d'immigration. Documentez tout, ordonna Mathieu. Nous ne construisons pas seulement une défense pour ma mère, mais un dossier complet contre tout le système. Le journal télévisé local du soir diffusa une interview du commissaire Morel, qui présenta un récit soigneusement élaboré. Ce service respecte les droits de tous les citoyens, déclara-t-il avec aisance. L'incident impliquant Madame Dubois est en cours d'examen standard. Mais les premiers éléments indiquent que nos officiers ont agi de manière appropriée face à une ingérence dans une enquête légitime. Nous regrettons tout malentendu sur ce qui s'est passé. Mathieu regarda l'interview avec un détachement clinique, notant les phrases répétées et les omissions délibérées. Il essaie de contrôler le récit, observa Washington. Technique de contre-insurrection standard. Établir sa version tôt et de manière cohérente pour créer le doute sur les preuves contradictoires. En effet, acquiesça Mathieu, mais il a commis une erreur critique, en affirmant officiellement que ma mère a interféré avec une affaire de police. Il a créé un mensonge documenté que nous pouvons réfuter avec des preuves vidéo. Leur planification fut interrompue par un appel de Rivera, qui avait analysé les schémas des médias sociaux autour de l'incident. Mon colonel, quelqu'un essaie de discréditer votre mère en mettant en lumière son activisme pour les droits civiques des années 1960. Il la présente comme une agitatrice de longue date avec des opinions anti-police plutôt que comme une éducatrice respectée. Prévisible, répondit Mathieu. Ils essaient de diminuer son statut dans la communauté. Remontez à l'origine de ces publications. Je soupçonne qu'elles mèneront à quelqu'un lié au commissariat. Alors que l'enquête s'approfondissait, Mathieu reconnut le besoin d'une source interne. Il avait observé l'officier Martin lors de la libération de sa mère. Le langage corporel du jeune officier avait suggéré un malaise avec la situation. Une vérification de ses antécédents révéla que Martin était relativement nouveau dans la force, n'avait aucune plainte pour violence excessive et avait grandi dans le même quartier que de nombreux membres de la communauté ciblée. Je pense que Martin pourrait être notre porte d'entrée, dit Mathieu à son équipe. Washington organisa une rencontre fortuite loin du commissariat. Peut-être dans un café. Voyons s'il est aussi mal à l'aise avec les pratiques du service qu'il en a l'air. Le lendemain matin, Washington rencontra accidentellement Martin dans un café local. Leur conversation, enregistrée discrètement, se révéla révélatrice. Ce qui est arrivé à Madame Dubois n'était pas juste, admit Martin après un sondage prudent. Garcia cible les leaders communautaires qui s'expriment. Ce n'est pas seulement elle. C'est toute personne qui remet en question les pratiques du service. Pourquoi personne ne l'arrête ? Demanda Washington.
Maintenant sa couverture de citoyens concernés. Morel le protège. Bertrand enterre les plaintes. Quiconque à l'intérieur qui parle se retrouve soudainement à travailler de nuit dans les pires secteurs ou à faire face à des enquêtes internes pour des violations de procédures mineures. 3 bons officiers sont partis l'année dernière rien que pour ça. Cette confirmation de l'intimidation systématique compléta une autre pièce du puzzle. Mathieu avait maintenant la preuve d'un effort coordonné pour réprimer le plaidoyer communautaire par le harcèlement ciblé de leaders respectés. Le service n'était pas aléatoirement discriminatoire. Il faisait stratégiquement taire l'opposition pour maintenir son autorité incontrôlée. Malgré ses blessures, Hélène insista pour s'adresser à une réunion de quartier au centre social, l'Espoir, ce soir-là. Mathieu l'accompagna, positionnant Washington et Rivera stratégiquement dans la foule pour surveiller la présence policière et les provocateurs potentiels. Quand Hélène se leva pour parler, toute la congrégation se leva en une standing ovation. Elle attendit patiemment le silence avant de s'adresser à eux avec sa dignité caractéristique. Je me tiens devant vous avec des ecchymoses sur mon corps, mais de la force dans mon esprit. Commença-t-elle. Ce qui m'est arrivé n'est ni unique ni spécial. C'est simplement visible à cause de qui je suis dans cette communauté. Mais combien de nos jeunes hommes subissent un traitement similaire sans témoin? Sans vidéo, sans personne pour parler pour eux? Point. La congrégation répondit par des murmures d'approbation et des appels de soutien. Je ne cherche pas la vengeance. Continua Hélène. Je cherche la justice, non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne qui a été amenée à se sentir moins qu'humaine par ceux qui ont juré de nous protéger. Il ne s'agit pas d'un officier ou d'un incident. Il s'agit d'un système qui permet à de tels incidents de se poursuivre sans conséquence. Pendant qu'elle parlait, Mathieu observait le public, notant comment la dignité tranquille et la clarté morale de sa mère unifiaient la communauté plus efficacement que toute rhétorique colérique n'aurait pu le faire. Elle n'appelait pas à la violence ou à la rétribution, mais à la responsabilité et à la réforme, rendant impossible pour les autorités de la rejeter comme une radicale ou une agitatrice malgré leurs tentatives. Lorsque la réunion se termina, Mathieu resta en arrière-plan, laissant sa mère recevoir le soutien de la communauté pendant qu'il continuait à recueillir des renseignements et à formuler une stratégie. C'était sa communauté, sa lutte. Il était là pour fournir des ressources et de l'expertise. Mais l'autorité morale restait fermement avec Hélène et les résidents de Marseille, qui avaient enduré une injustice systémique pendant des générations. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, Hélène tendit la main pour toucher celle de son fils. « Tu as monté une sacrée opération dans ma chambre d'amis », observa-t-elle avec un léger sourire. « C'est comme ça que tu gères habituellement les problèmes ? » Point. Mathieu se permit un rare rire. « Maman, tu m'as appris à utiliser toutes les ressources disponibles pour me battre pour ce qui est juste. Je ne fais que suivre ton exemple. » Avec une assistance technologique supplémentaire, Hélène hocha la tête pensivement. « Souviens-toi juste, mon fils, nous ne cherchons pas seulement une punition pour l'officier Garcia. Nous cherchons un changement pour toute la communauté. » « Oui, maman, » répondit Mathieu, s'émerveillant une fois de plus de la sagesse de sa mère. « C'est l'objectif de la mission. Une réforme complète, pas seulement une responsabilité individuelle. » Cette nuit-là, alors qu'Hélène dormait, Mathieu passa en revue les renseignements que son équipe avait recueillis. Le tableau était clair, un schéma systématique de harcèlement ciblé contre les leaders communautaires. En particulier ceux qui plaidaient pour la responsabilité de la police, un mécanisme de protection impliquant le chef de la police et le procureur, et une culture d'intimidation qui faisait taire les potentiels lanceurs d'alerte au sein du service. Le défi était maintenant de traduire ces renseignements en une action qui apporterait un changement durable plutôt qu'une simple justice temporaire pour un incident. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a sous-estimé un adversaire et en a subi les conséquences? L'officier Garcia n'avait aucune idée de qui il avait affaire lorsqu'il a agressé la mère de Mathieu. Commentez numéro 1 si vous pensez que le commissariat est sur le point de faire face à un règlement de compte auquel il ne s'attendait pas. Commentez numéro 2 si vous croyez que le système est trop enraciné pour que même quelqu'un avec les ressources de Mathieu puisse le changer. Mettez un pouce bleu si vous êtes inspiré par la dignité et le courage d'Hélène face à l'injustice. Abonnez-vous pour suivre cette histoire puissante jusqu'à sa conclusion. La prochaine partie révèle une confrontation dramatique qui changera Marseille pour toujours. Qui pensez-vous fera la première erreur majeure, Mathieu dans sa quête de justice? Ou le commissariat dans leur tentative de dissimuler leurs actions? Le palais de justice de Marseille se dressait comme un monument à l'autorité judiciaire. Ses colonnes néoclassiques et ses larges marches étaient conçues pour inspirer le respect de la loi. Le matin de la comparution d'Hélène Dubois, ces marches étaient bondées de plus de 400 membres de la communauté, d'équipes de télévision des chaînes régionales et d'une forte présence policière. Les officiers postés par paires tentant de projeter une confiance tout en observant nerveusement la foule grandissante. Le colonel Mathieu Dubois avait orchestré chaque détail de cette journée avec une précision militaire.
Les membres de la communauté étaient positionnés stratégiquement, beaucoup portant des vêtements du dimanche pour projeter une respectabilité qui contrerait toute tentative de les dépeindre comme une foule en colère. Les témoins de l'incident du marché avaient été préparés par Maître Jackson sur ce à quoi s'attendre exactement. 3 équipes de télévision distinctes avaient reçu des briefings exclusifs de différentes sources, assurant une couverture complète sous plusieurs angles. À l'intérieur de la salle d'audience, Mathieu était assis directement derrière la table de la défense. Son uniforme de cérémonie impeccable, sa posture parfaite, son expression soigneusement neutre. À ses côtés se trouvait Monsieur Chaïb, Fatima Ziani et plusieurs autres leaders communautaires, présentant un front uni de respectabilité et d'autorité morale. L'officier Garcia entra avec le commissaire Morel et le procureur Bertrand, les 3 hommes conférant à voix basse avant de prendre leur position. La confiance de Garcia semblait légèrement diminuer alors qu'il notait la galerie bondée et le regard inébranlable de Mathieu. Lorsque le juge Harmon entra, la procédure commença avec une efficacité formelle. Le procureur Bertrand s'approcha du pupitre avec une autorité exercée. Votre honneur, l'État accuse Hélène Dubois d'outrage, de rébellion et d'agression sur un agent de la force publique. Des infractions graves qui sapent la sécurité publique et le respect des forces de l'ordre. L'officier Laurent Garcia accomplissait son devoir légal, enquêtant sur des individus suspects lorsque Madame Dubois a interféré agressivement, devenant physiquement conflictuelle et obligeant les officiers à la maîtriser pour la sécurité publique. Maître Jackson se leva immédiatement. Votre honneur, ces accusations sont non seulement fausses, mais représentent un cas flagrant de faute professionnelle de la police et de dissimulation subséquente. Nous avons de multiples preuves vidéo sous différents angles montrant l'officier Garcia agressant Madame Dubois sans provocation, utilisant une force excessive contre une femme âgée qui lui parlait calmement. Le juge Harmon, un juriste chevronné connu pour son approche directe, étudia les 2 avocats. Maître Jackson, vous prétendez avoir des preuves vidéo contredisant le rapport officiel? Oui, votre honneur, plusieurs vidéos de différents témoins, dont aucune ne montre la moindre agression de la part de Madame Dubois. Ce qu'elle montre, c'est l'officier Garcia poussant violemment une femme de 72 ans au sol sans justification. J'aimerais examiner ces preuves immédiatement. Alors que le système vidéo de la salle d'audience était préparé, Mathieu observa Garcia se pencher vers Bertrand, chuchotant avec urgence. L'expression du procureur s'assombrit alors qu'il réalisait que l'affaire pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Les vidéos furent diffusées en séquence, chacune montrant les mêmes événements sous des angles différents, Hélène s'approchant calmement, Garcia devenant agressif, puis la poussant violemment sans provocation. La dernière vidéo, améliorée par la spécialiste technique Rivera, incluait un son clair de Garcia interrogeant Hélène sur le dépôt de plainte contre lui avant que l'agression ne se produise, établissant ainsi le mobile. Lorsque les lumières se rallumèrent, l'expression du juge Harmon s'était durcie. Monsieur le procureur, ces preuves semblent contredire directement le rapport officiel. Comment expliquez-vous cette divergence? Bertrand tenta de se reprendre. Votre honneur, ces vidéos ne capturent qu'une partie de l'interaction. Avant ce qui est montré, Madame Dubois interférait avec une enquête de police légitime. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Maître, l'interrompit le juge Harmon. J'ai demandé comment vous expliquez la contradiction directe entre ce que nous venons de voir et la déclaration sous serment de l'officier Garcia selon laquelle Madame Dubois l'a agressé physiquement en premier. Bertrand vacilla, jetant un coup d'œil à Morel, qui était assis, le visage de pierre, dans la galerie. Votre honneur, nous demandons du temps pour examiner ces vidéos plus attentivement et les comparer avec les déclarations des officiers. Je suis sûr que oui, répondit sèchement le juge Harmon. Maître Jackson, quelles mesures demandez-vous aujourd'hui? Maître Jackson se leva. Votre honneur, nous demandons le non-lieu immédiat pour toutes les charges contre Madame Dubois et demandons en outre que le tribunal transmette cette affaire au bureau du procureur général pour une enquête sur un possible faux témoignage dans la déclaration sous serment de l'officier Garcia. Le juge Harmon considéra cette demande tout en étudiant Hélène, qui était assise avec une parfaite contenance malgré ses blessures visibles. Madame Dubois, veuillez vous lever. Hélène se leva avec dignité, légèrement aidée par Maître Jackson en raison de ses blessures. Madame Dubois, je vous connais depuis 20 ans par votre travail dans l'éducation et le service communautaire. Les preuves présentées aujourd'hui soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la validité de ces accusations et à la conduite de l'officier qui a procédé à l'arrestation. Je prononce le non-lieu pour toutes les charges. Avec préjudice, il tourna son attention vers le procureur Bertrand. Monsieur le procureur, j'attends une enquête complète sur les divergences entre ces vidéos et les rapports officiels. Ce tribunal ne sera pas complice de poursuites basées sur des preuves falsifiées. Alors que la galerie éclatait en célébrations étouffées, le juge Harmon frappa de son marteau. L'audience est levée, dehors, sur les marches du palais de justice.
Les journalistes entourèrent Hélène et Mathieu alors qu'ils sortaient. Le commissaire Morel tenta d'organiser une conférence de presse hâtive de l'autre côté de la place tandis que l'officier Garcia se tenait en périphérie. Son expression s'assombrissant en regardant les médias affluer vers les Dubois. Mathieu guida sa mère vers leur véhicule qui attendait, ne répondant à aucune question pendant que Maître Jackson s'occupait de la presse. Mais alors qu'ils atteignaient le bas des marches, Garcia se détacha de sa position et les intercepta, se plaçant directement sur leur chemin. « Ce n'est pas fini », déclara-t-il assez fort pour que les journalistes à proximité l'entendent. « Vous pensez avoir gagné quelque chose aujourd'hui, mais vous n'avez fait qu'empirer les choses pour vous et vos amis fauteurs de troubles. » Mathieu s'avança légèrement, se plaçant entre Garcia et sa mère. « Brigadier chef Garcia, je vous suggère de vous écarter. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour une autre confrontation. » « Sinon quoi ?» défia Garcia, envahissant l'espace personnel de Mathieu. « Tu vas appeler plus de journalistes ? Faire venir plus de dames patronesses pour raconter des histoires ? Vous, les gens, vous vous serrez toujours les coudes, portant des accusations contre des officiers qui ne font que leur travail. » Le commissaire Morel, remarquant la confrontation, se précipita. « Garcia, calmez-vous, pas ici. » Mais Garcia était trop emporté par sa colère pour tenir compte de l'avertissement. Il poussa l'épaule de Mathieu. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Petit soldat ? Pas si dur sans ton uniforme. » Mathieu ne réagit pas à la provocation, maintenant un sang-froid parfait. La foule rassemblée regardait en silence intense alors que les caméras enregistraient chaque instant. « Brigadier chef Garcia, » dit Mathieu d'un ton égal. « Vous êtes actuellement enregistré par au moins 7 appareils différents. Je vous suggère de réfléchir très attentivement à vos prochaines actions. » Garcia ricana. « Ouais, tu aimerais ça, n'est-ce pas ? Me faire filmer comme tu l'as fait au marché. Me piéger comme tu as piégé ta mère pour qu'elle interfère avec les affaires de la police. » Mathieu le fixa simplement, son expression indéchiffrable. Le contraste entre l'agression croissante de Garcia et le calme discipliné de Mathieu était frappant pour tous les observateurs. Morel saisit le bras de Garcia. « Ça suffit, on s'en va ?» alors que Mathieu se tournait pour éloigner sa mère. Garcia leur lança. « Ce n'est plus votre quartier. Dubois, retournez dans la zone de guerre d'où vous venez. On sait comment gérer les fauteurs de troubles ici. » Mathieu s'arrêta, puis se retourna lentement pour faire face à Garcia. Pour la première fois, il bomba le torse et laissa transparaître toute sa prestance militaire. « Brigadier chef Garcia, je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis le colonel Mathieu Dubois, du commandement des opérations spéciales de l'armée de terre, commandant actuellement le 470e groupe d'opérations spéciales. » L'effet de cette présentation formelle fut immédiat. Plusieurs officiers à proximité se redressèrent instinctivement à la présence de commandement dans la voix de Mathieu. L'expression de Garcia vacilla entre la confusion et une compréhension naissante. Le visage du commissaire Morel perdit toute couleur alors qu'il comprenait enfin le niveau d'autorité auquel il était confronté. « Les détails de ma mission actuelle sont classifiés, » continua Mathieu sur le même ton mesuré. « Mais je vous assure, j'ai affronté des adversaires bien plus dangereux qu'un officier de province avec un historique de plaintes pour violences excessives. » Des murmures et des chuchotements se répandirent dans la foule alors que Mathieu révélait sa position. Les caméras se concentrèrent plus intensément sur la confrontation. « De plus, » continua Mathieu, « j'ai été en communication avec le cabinet du préfet et l'inspection générale de la police nationale concernant un schéma de police discriminatoire à Marseille. Le cas de ma mère n'est que l'exemple le plus récent de problèmes systémiques qui recevront maintenant toute l'attention qu'ils méritent. » Le visage de Garcia se déforma de rage et d'humiliation. « Tu penses que ton titre ronflant me fait peur ? Tu n'es toujours qu'un. » Sa main dériva vers son arme. Un geste né de l'habitude lorsqu'il se sentait menacé. Dans un mouvement presque trop rapide pour être suivi, la main de Mathieu jaillit, saisissant le poignet de Garcia avec une pression précise qui immobilisa l'officier sans causer de blessure. Une technique enseignée aux forces spéciales pour maîtriser des adversaires sans force létale. La foule haleta à la réponse foudroyante. Garcia se figea soudainement, comprenant qu'il était en présence de quelqu'un avec des capacités bien au-delà des siennes. « Je ne ferai pas ça, » dit Mathieu calmement, relâchant le poignet de Garcia après avoir fait passer son message. « Commissaire Morel, je vous suggère de maîtriser votre officier avant qu'il ne crée un problème encore plus grand pour votre service. » Morel, maintenant pleinement conscient de la catastrophe qui se déroulait, aboya un ordre. « Garcia, cessez immédiatement. Point. » Mathieu se retourna vers sa mère, qui avait observé tout l'échange avec une calme dignité. « Maman, notre voiture nous attend. » Alors qu'il s'éloignait, Mathieu parla clairement, sachant que les journalistes à proximité capteraient chaque mot. « L'IGPN enverra des enquêteurs à Marseille la semaine prochaine. J'ai déjà déposé une plainte officielle documentant de multiples violations des droits civils par la police de Marseille. Il ne s'agit pas d'un incident ou d'un officier. Il s'agit de la responsabilité pour un schéma de faute professionnelle qui est resté incontrôlé pendant trop longtemps.
Les équipes de télévision firent pivoter leurs caméras entre les Dubois qui partaient et les policiers. Laissés en désarroi sur les marches du palais de justice, le commissaire Morel tenta de limiter les dégâts, organisant hâtivement le départ des officiers tout en refusant les questions. L'officier Garcia resta figé, la réalisation de son erreur s'imposant enfin. Il avait agressé la mère d'un commandant des forces spéciales de haut rang avec les relations et les ressources pour exposer tout le système qui avait protégé des officiers comme lui pendant des années. Alors que leur voiture s'éloignait du palais de justice, Hélène prit la main de son fils. Ce n'était pas dans la stratégie juridique dont nous avions discuté. Mathieu se permit un petit sourire. Parfois, maman, une réponse tactique directe est nécessaire lorsque les approches conventionnelles sont obstruées. Je crois qu'ils comprennent maintenant exactement à quoi ils ont affaire. Hélène étudia le visage de son fils. Le garçon qu'elle avait élevé s'était transformé en un homme d'une capacité et d'un principe extraordinaires. Souviens-toi juste de ce pourquoi nous nous battons. Mathieu, pas la vengeance, la justice. Oui, maman, répondit-il, lui serrant doucement la main. Toujours la justice. La confrontation au palais de justice fit la une des journaux nationaux en quelques heures. Les chaînes d'information en continu diffusaient les images en boucle, le commandant des forces spéciales décoré révélant son identité. Le geste menaçant de Garcia vers son arme, la réponse foudroyante de Mathieu et l'annonce claire d'une enquête de l'IGPN. À Marseille, la dynamique du pouvoir avait changé de manière perceptible. Le commissariat se retrouvait en territoire inconnu, sous surveillance, sur la défensive et perdant rapidement le soutien du public. Alors que toute l'histoire émergeait, le commissaire Morel convoqua une réunion d'urgence avec son état-major, visiblement agité alors qu'il arpentait la salle de conférence. C'est un désastre de relations publiques total. Nous avons des journalistes campés devant le commissariat. Le cabinet du maire exige des explications. Et maintenant l'IGPN envoie des enquêteurs. Que quelqu'un me dise comment nous contenons ça. Les officiers échangèrent des regards gênés. Le commissaire adjoint Maurice prit finalement la parole. Mon commissaire, avec tout mon respect, je ne suis pas sûr que nous puissions contenir ça. Les vidéos sont claires. Garcia a agressé une femme âgée sans provocation. Puis a déposé un faux rapport. Maintenant, nous savons que son fils est un officier militaire de haut rang avec des relations à l'IGPN. Peut-être qu'il est temps de reconnaître l'erreur et de mettre en œuvre des réformes avant d'y être forcé. Morel frappa sa main sur la table. Et jeter Garcia en pâture ? Quel message cela envoie-t-il au reste du service ? Aujourd'hui, c'est Garcia. Demain, c'est n'importe qui prend une décision en une fraction de seconde sur le terrain. Avec respect, mon commissaire, rétorqua Maurice, ce n'était pas une décision d'une fraction de seconde dans une situation dangereuse. C'était une agression délibérée sur une leader communautaire de 72 ans qui a posé une question que Garcia n'aimait pas. Ce n'est pas du maintien de l'ordre. C'est de l'abus de pouvoir. La division au sein du service grandissait d'heure en heure. Tandis que Morel et ses loyalistes tentaient de limiter les dégâts. D'autres officiers, en particulier les plus jeunes comme Martin, commencèrent à coopérer discrètement avec l'enquête que Mathieu avait initiée, utilisant des techniques de renseignement militaire affinées dans les opérations de contre-insurrection. Mathieu documenta systématiquement les pratiques du service. La spécialiste technique Rivera récupéra des SMS supprimés entre officiers révélant des plans explicites pour cibler des résidents spécifiques pour une surveillance et une application accrue. L'officier de renseignement Washington compila des analyses statistiques démontrant des disparités raciales dans les contrôles routiers. Les arrestations et l'utilisation de la force qui étaient trop importantes pour être expliquées par un autre facteur que la police discriminatoire. Chez Hélène, désormais le centre de la réponse de la communauté. Un flux constant de visiteurs partageait leurs expériences. Mathieu et Maître Jackson documentèrent chaque témoignage, construisant une action collective complète qui allait bien au-delà de l'incident individuel d'Hélène. Ce qui rend cette affaire unique, expliqua Jackson à Mathieu alors qu'ils examinaient les preuves. C'est la combinaison de preuves vidéo irréfutables, de schémas statistiques, de communications internes et maintenant de témoignages d'officiers. Habituellement, les services peuvent prétendre à des incidents isolés ou blâmer des brebis galeuses individuelles. Cette documentation prouve une discrimination systématique comme politique du service. La stratégie initiale du service de dépeindre Hélène comme une agitatrice anti-police se retourna de manière spectaculaire lorsque le journal local publia un article sur sa carrière de 40 ans dans l'éducation, incluant des témoignages d'anciens élèves devenus médecins, avocats, chefs d'entreprise et même 2 policiers dans d'autres juridictions. Loin d'être une radicale, Hélène émergea dans la perception publique comme l'incarnation de l'engagement civique digne, rendant l'agression contre elle encore plus indéfendable. Pendant que Mathieu coordonnait la réponse juridique et d'enquête, Hélène se concentrait sur la guérison, tant personnelle que communautaire. Malgré ses blessures, elle organisa un dialogue communautaire chez elle.
réunissant des résidents de tous horizons pour discuter de réformes constructives pour la police à Marseille. Ce moment ne concerne pas la punition, dit-elle aux voisins rassemblés. Il s'agit de transformation. Nous avons l'opportunité de créer un modèle de sécurité communautaire qui sert tout le monde de manière égale. Tout le monde à Marseille ne soutenait pas les efforts des Dubois. Une minorité vocale, principalement composée de partisans du service et de ceux qui bénéficiaient du statu quo, commença à organiser des contre-manifestations et des campagnes sur les médias sociaux pour défendre la police. Certains laissèrent même des messages menaçants sur le répondeur d'Hélène. Mathieu prit ces menaces au sérieux, installant des mesures de sécurité discrètes autour de la maison de sa mère et s'assurant qu'elle ne soit jamais seule. Sa prudence se révéla justifiée lorsque, tard un soir, des caméras de sécurité capturèrent le véhicule personnel de l'officier Garcia passant lentement devant la maison d'Hélène 3 fois en 1 heure. La mention des officiers qui approchaient fit hésiter Garcia. Dans son état d'ébriété, il n'avait pas considéré les conséquences d'être arrêté par ses propres collègues. Juste à ce moment, des gyrophares apparurent à l'avant de la maison. Une voiture de patrouille répondant aux appels des voisins. Suzanne, la voisine d'Hélène, se tenait sur son porche, enregistrant toute l'interaction sur son téléphone. Garcia, voyant sa situation se détériorer rapidement, se tourna pour partir mais trébucha sur un tuyau d'arrosage. Alors que les officiers intervenants contournaient la maison, ils trouvèrent leurs collègues étalés sur la pelouse d'Hélène, en état d'ivresse et en violation de propriété. Les officiers qui l'arrêtèrent, ne faisant pas partie du cercle rapproché de Garcia, suivirent la procédure malgré le fait de le reconnaître, effectuant un test d'alcoolémie standard, qu'il échoua de manière spectaculaire. Le rapport d'arrestation, déposé sans l'intervention de Morel en raison de la nature publique de l'incident, documenta le taux d'alcoolémie de Garcia à 2 fois la limite légale. Son port d'armes non autorisé en état d'ivresse et ses déclarations menaçant les Dubois. Cet incident démolit la tentative du service de dépeindre Garcia comme un officier dévoué qui avait commis une seule erreur de jugement sous pression. Maintenant, il était documenté comme un officier qui avait agressé une femme âgée. Déposé de faux rapports, puis, alors qu'il était sous enquête, s'était introduit en état d'ivresse sur la propriété de la victime, proférant des menaces supplémentaires. Même le commissaire Morel reconnut que la situation était devenue indéfendable. Le service publia une déclaration tentant de se distancier des actions de Garcia. Le comportement de l'officier Garcia ne représente pas les valeurs ou les normes de la police nationale. Nous coopérons pleinement avec les enquêtes et révisons nos politiques internes pour garantir que de tels incidents ne puissent plus se produire. Mathieu reconnut la déclaration pour ce qu'elle était, une tentative de présenter Garcia comme une brebis galeuse plutôt que de reconnaître les problèmes systémiques que leur enquête avait découverts. Maître Jackson déposa l'action collective le lendemain, nommant non seulement Garcia, mais aussi le commissaire Morel, le procureur Bertrand et la ville de Marseille comme défendeurs. La plainte détaillait des dizaines d'incidents de police discriminatoires, étayés par des analyses statistiques, des témoignages d'officiers et des communications internes démontrant un schéma de ciblage des résidents d'origine immigrée. En particulier les leaders communautaires qui plaidaient pour la responsabilité. Le préfet, face à une pression médiatique croissante alors que l'histoire gagnait une attention nationale, nomma un procureur spécial pour enquêter sur les liens entre le commissariat et le bureau du procureur. En quelques jours, des preuves émergèrent que Bertrand avait systématiquement classé sans suite les plaintes contre des officiers comme Garcia en échange d'un soutien politique et d'un traitement préférentiel pour ses alliés juridiques. Des réquisitions révélèrent des SMS entre Morel et Bertrand discutant de la manière de gérer les fauteurs de troubles dans la communauté, nommant spécifiquement Hélène et d'autres leaders noirs et maghrébins qui avaient plaidé pour une réforme de la police. Alors que ces révélations émergeaient, la communauté se transforma. Les gens qui étaient restés silencieux par peur se manifestèrent maintenant avec leurs histoires. L'officier Martin et 3 autres jeunes officiers rompirent les rangs pour témoigner sur les politiques non écrites du service. Mathieu, s'appuyant sur son expérience militaire des opérations de sécurité basées sur la communauté dans les zones de conflit, travailla avec les leaders locaux pour développer des propositions d'alternatives de police communautaire qui mettaient l'accent sur la désescalade, la responsabilité et la résolution collaborative des problèmes. La maison d'Hélène devint un centre pour cette accent aigu imagination de la sécurité publique, accueillant des ateliers où les résidents et les officiers réformistes pouvaient discuter de nouvelles approches. Alors que l'élan pour le changement se construisait, l'officier Garcia, libéré sous caution et suspendu en attendant l'enquête, devint de plus en plus désespéré alors que son système de soutien s'effondrait. Le commissaire Morel, luttant pour sa propre survie professionnelle, l'avait abandonné. Les collègues officiers qui le protégeaient autrefois prenaient maintenant leur distance. Sa réputation dans la communauté était irrémédiablement endommagée.
La confrontation finale eut lieu le dimanche matin alors qu'Hélène et Mathieu quittaient le centre social après une réunion. Garcia sortit d'entre des voitures garées. Son apparence débraillée, ses yeux fous d'une dangereuse combinaison de désespoir et de rage. L'arme de service qu'il avait refusé de rendre était fermement agrippée dans sa main. Ça s'arrête maintenant, annonça-t-il, pointant l'arme sur Hélène. Vous avez tout détruit, ma carrière, ma réputation, tout ça parce que vous ne pouviez pas vous occuper de vos affaires. Les membres de la communauté se figèrent de choc. Mathieu évalua instantanément la situation. Distance. Angle. Civil présent. État mental de Garcia indiquant une grande volatilité. Avec le calme exercé d'innombrables opérations à haut risque. Il se plaça partiellement devant sa mère tout en gardant ses mouvements lents et non menaçants. Brigadier chef Garcia, dit-il d'un ton égal, vous ne voulez pas faire ça. Il y a des dizaines de témoins. Ça ne peut que mal finir pour vous. Mal pour moi? Point. Rit amèrement Garcia. C'est déjà fini pour moi. Mais je ne vais pas tomber seul. Tout le service m'a protégé pendant des années. Morel, Bertrand, ils savaient tous exactement ce qui se passait. Nous avions un système qui fonctionnait jusqu'à ce qu'elle commence à semer le trouble. Mathieu reconnut que Garcia était en train d'avouer par inadvertance la conspiration même qu'ils enquêtaient. Et ce, devant de multiples témoins avec des téléphones portables enregistrant. Laurent, dit-il, utilisant délibérément le prénom de Garcia pour humaniser l'interaction. Posez cette arme. Quoi qu'il arrive ensuite, cette action ne fera qu'empirer les choses. Pire que de tout perdre? D'être le bouc émissaire pendant que Morel et Bertrand prétendent qu'ils ne nous ont pas ordonné de garder certaines personnes à l'œil? Point. Alors que l'attention de Garcia se déplaçait momentanément vers Mathieu, Monsieur Chaïb et deux diacres commencèrent à mettre discrètement les membres de la communauté en sécurité. Hélène, malgré l'arme pointée sur elle, maintint la même contenance digne qu'elle avait montrée tout au long de l'épreuve. Brigadier chef, dit-elle doucement, je n'ai jamais voulu vous détruire. Je voulais une communauté où tout le monde est traité avec dignité. Y compris vous. Il n'est pas trop tard pour faire un meilleur choix. Quelque chose dans sa compassion calme sembla atteindre Garcia momentanément. Son arme s'abaissa légèrement alors que la confusion traversait son visage. Dans cet instant d'hésitation, Mathieu bougea avec la précision qui avait fait de lui un légendaire commandant d'opérations spéciales. Sa main frappa le poignet de Garcia à l'angle exact pour déclencher une réponse nerveuse, provoquant une relaxation involontaire des doigts. L'arme tomba de la prise de Garcia alors que Mathieu balayait simultanément sa jambe, amenant l'officier au sol avec une force contrôlée qui immobilisait sans causer de blessure grave. La mise au sol entière dura moins de 2 secondes. Les membres de la communauté qui avaient été figés par la peur éclatèrent maintenant en exclamations de soulagement alors que M. Chaïb récupérait l'arme et que 2 gendarmes en civil qui fréquentaient le centre aidèrent Mathieu à maîtriser Garcia. Suite à sa maîtrise, Garcia connut une dépression complète. « Ce n'était pas que moi !» cria-t-il alors que les officiers de la police nationale arrivaient pour le prendre en charge. Morel avait une liste. Bertrand approuvait tout. Nous ciblions les « fauteurs de troubles ». Leurs mots, pas les miens. Vérifiez l'ordinateur du bureau de Morel. Il y a un dossier appelé « Préoccupations communautaires » avec des noms, des adresses, tous ceux qu'il voulait surveiller. Point. Mathieu échangea un regard avec Maître Jackson, qui avait enregistré la confession spontanée de Garcia. Cette explosion fournissait exactement le lien dont ils avaient besoin pour étendre l'enquête au-delà de Garcia à toute la structure de commandement. Alors que Garcia était placé dans une voiture de police, Mathieu vérifia sa mère, qui se tenait calmement à regarder la scène se dérouler. « Tu vas bien, maman ? Point. Je vais bien, Mathieu, l'assura-t-elle. J'ai déjà fait face à des hommes effrayés et en colère. La peur rend les gens dangereux. Mais elle les rend aussi vulnérables à la vérité. » Mathieu s'émerveilla une fois de plus de la sagesse et du sang-froid de sa mère. Dans sa réponse mesurée à la violence, tant au marché que maintenant au centre social, elle avait démontré plus de courage et de réflexion stratégique que de nombreux commandants de champs de bataille qu'il avait connus. La confrontation au centre social fournit les dernières preuves nécessaires aux autorités de l'État pour agir contre tout le système corrompu. Cet après-midi-là, la police judiciaire exécuta des mandats de perquisition au commissariat et au bureau du procureur, saisissant des ordinateurs et des fichiers qui confirmaient les affirmations de Garcia sur l'application ciblée contre les leaders communautaires qui plaidaient pour la responsabilité. Le soir venu, 4 autres officiers avaient été mis en congé administratif en attendant l'enquête. Et le commissaire Morel avait été convoqué à Paris pour expliquer les pratiques de son service au ministre de l'Intérieur. Alors que Mathieu et Hélène rentraient chez eux ce soir-là, ils trouvèrent près d'une centaine de membres de la communauté rassemblés sur la pelouse. Non pas en protestation, mais en protection et en solidarité. Les voisins avaient organisé une rotation pour s'assurer que les Dubois ne feraient pas face à d'autres menaces. « Tu vois, Mathieu, » dit Hélène alors qu'ils regardaient la communauté rassemblée. « C'est ce que j'ai toujours cru. Quand les gens se tiennent ensemble dans la vérité,
Les systèmes construits sur la peur ne peuvent pas tenir. Mathieu hocha la tête, reconnaissant que la persistance tranquille de toute une vie de sa mère avait préparé le terrain pour la justice bien avant que son expertise tactique ne devienne nécessaire. Tu as été la vraie stratège depuis le début. Maman, j'ai juste apporté quelques ressources supplémentaires à ta campagne. 6 mois plus tard, Hélène Dubois se tenait sur les marches de l'hôtel de ville de Marseille. Ses blessures physiques étaient guéries. Mais le souvenir de ce jour au marché était gravé en permanence dans la conscience de la communauté. À ses côtés se trouvait le nouveau maire, le préfet et des représentants du ministère de la Justice. Derrière elle, des centaines de membres de la communauté qui avaient traversé ensemble la tempête du changement. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début, annonça Hélène à la foule et aux médias assemblés. Avec la signature de ce décret de consentement et la création du premier comité de surveillance communautaire de Marseille. Nous faisons un pas crucial vers un système de justice qui sert et protège véritablement tous les résidents de manière égale. Le chemin vers ce moment n'avait été ni rapide ni facile. Suite à l'arrestation et à la confession subséquente de Garcia, impliquant la direction du service, des enquêtes étatiques et nationales avaient découvert une faute professionnelle étendue dans tout le système de justice pénale de Marseille. L'officier Richard Garcia avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment agression, dépôt de faux rapports, intimidation de témoins et tentative d'agression avec une arme mortelle. Il purgeait actuellement une peine de 7 ans dans une prison d'État. 4 autres officiers identifiés comme faisant partie du cercle rapproché de Garcia avaient également fait face à des accusations allant de la violence excessive aux violations des droits civils. Tous avaient été condamnés ou avaient accepté des accords de plaidoyer qui comprenaient la renonciation permanente à leur statut de policier. Les enquêtes avaient atteint bien au-delà du commissariat. Le commissaire Morel et le procureur Bertrand faisaient maintenant face à des accusations de complot en vue de violer les droits civils et d'obstruction à la justice. Les preuves récupérées du dossier « Préoccupation communautaire » de Morel avaient révélé une campagne systématique pour réprimer l'engagement civique par une application sélective et l'intimidation. Ciblant non seulement Hélène, mais des dizaines de membres de la communauté qui avaient remis en question les pratiques du service. Mathieu avait utilisé sa permission militaire prolongée pour aider à établir l'initiative de réforme de la police de Marseille. Réunissant des membres de la communauté, des experts des droits civils et des professionnels de l'application de la loi réformiste pour accent aigu imaginer la sécurité publique dans leur communauté. Le programme était déjà devenu un modèle étudié par les services de tout le pays. Alors qu'Hélène acceptait la médaille du courage civil des mains du préfet. Une reconnaissance de sa dignité et de sa persistance face à l'injustice. Elle réfléchit à la façon dont un seul moment de violence avait catalysé un changement transformateur. L'agression avait été destinée à la faire taire et à intimider la communauté. Au lieu de cela, elle avait exposé un système corrompu et uni les résidents pour exiger une réforme fondamentale. Cette médaille n'appartient pas qu'à moi, dit Hélène au public, mais à chaque personne qui a trouvé le courage de dire la vérité face au pouvoir. À ceux qui ont partagé leurs histoires après des années de silence. À ceux au sein du système qui ont risqué leur carrière pour défendre ce qui est juste. Et à mon fils qui nous a rappelé que la vraie force ne réside pas dans la force, mais dans la justice. Mathieu était assis dans le public, en civil aujourd'hui, laissant à sa mère la vedette qu'elle méritait. Sa formation militaire d'élite et ses ressources avaient fourni des outils pour la bataille. Mais la boussole morale guidant leurs efforts avait toujours été celle d'Hélène. Le processus de guérison pour Marseille se poursuivait sur plusieurs fronts. Le centre social, l'Espoir, organisait des sessions de dialogue régulières entre les membres de la communauté et les policiers, créant un espace pour des conversations honnêtes sur la race, le pouvoir et la confiance. Le commissariat réformé, maintenant dirigé par l'ancien officier Martin comme chef par intérim, avait mis en œuvre une formation complète sur la désescalade, la reconnaissance des préjugés implicites et une police axée sur la communauté. Plus significativement, le procès intenté par Maître Jackson avait abouti à un règlement de plusieurs millions d'euros pour les victimes de la police discriminatoire. Avec des fonds alloués à la fois pour une indemnisation directe et pour des programmes de développement communautaire dans les quartiers historiquement mal desservis. Hélène avait consacré sa part du règlement à la création de la bourse mémoriale Jacques Dubois pour les enfants affectés par la violence policière. Nommée en l'honneur de son défunt mari qui avait donné sa vie au service militaire. Alors que la cérémonie se terminait et que les membres de la communauté se rassemblaient pour une célébration dans le parc en face de la mairie, Mathieu trouva sa mère entourée de sympathisants et d'anciens élèves. « Maman », dit-il quand il l'atteignit enfin. L'assistant du préfet a mentionné qu'ils espèrent que vous envisagerez de siéger à la commission de réforme de la justice de l'État. Hélène sourit. À 73 ans, je pense qu'ils peuvent trouver quelqu'un avec plus d'énergie pour un tel poste. Je n'en suis pas si sûre.
Tu as montré plus d'endurance et de réflexion stratégique que la plupart de mes équipes d'opérations spéciales. Ils marchèrent ensemble vers le jardin partagé qui portait maintenant le nom d'Hélène. Un monument vivant à ses contributions à Marseille. As-tu pris une décision concernant ta carrière militaire ? Demanda-t-elle. Oui, hocha la tête Mathieu. J'accepte une retraite anticipée. 25 ans. C'est assez. Le travail de réforme ici est plus important maintenant. Et le groupe de travail sur la réforme de la police du préfet m'a offert un poste de direction. Hélène lui serra le bras. Tu as toujours su comment déployer tes talents là où ils sont le plus nécessaires. Mon fils, tout comme ton père, alors qu'ils atteignaient le jardin, ils trouvèrent un groupe d'adolescents, y compris Karim, s'occupant des parcelles de légumes qu'Hélène avait établies des années auparavant. Les jeunes gens la saluèrent avec une affection et un respect sincère, désireux de lui montrer leur travail. C'est ça qui compte, dit Hélène à Mathieu tranquillement alors qu'ils observaient la prochaine génération. Pas de punir ceux qui nous ont fait du mal, mais de construire des systèmes qui préviennent le mal en premier lieu. Chaque fois que je vois ces jeunes gens cultiver de la nourriture au lieu de cultiver de la colère, je sais que nous allons dans la bonne direction. Mathieu hocha la tête, comprenant la sagesse de la perspective de sa mère. La lutte pour la justice ne concernait pas la vengeance, mais la création de conditions où la dignité et l'équité pouvaient s'épanouir. 2 semaines plus tard, Mathieu reçut un appel inattendu d'une commission parlementaire enquêtant sur la responsabilité de la police à l'échelle nationale. Votre témoignage sur la transformation de Marseille serait inestimable, expliqua le président de la commission. Des communautés à travers le pays sont confrontées à des défis similaires. Et votre expérience combinée militaire et de réforme offre un aperçu unique. Après avoir consulté Hélène, Mathieu accepta l'invitation. Leur histoire d'injustice confrontée avec dignité et action stratégique avait des implications bien au-delà de leur petite ville de Marseille. La veille de son départ pour Paris, Mathieu et Hélène étaient assis sur la balançoire de son Porsche, regardant le coucher du soleil comme ils l'avaient fait tout au long de son enfance. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, maman ? Réfléchit-il, que l'arme la plus puissante ne se trouve dans aucun arsenal militaire. C'est le courage moral de rester ferme face à l'injustice, même quand cela semble écrasant. Hélène sourit. C'est une leçon que j'ai essayé de t'apprendre bien avant que tu ne mettes un uniforme. Mathieu, la vraie force n'a jamais résidé dans les insignes, les armes ou les titres. Elle vit dans le choix quotidien de défendre ce qui est juste. Surtout lorsque cela a un coût personnel. Alors que l'obscurité tombait sur Marseille, une communauté changée à jamais par l'abus de pouvoir d'un officier et le refus d'une famille d'accepter l'injustice. Mère et fils étaient assis dans un silence complice, gardiens d'une transformation qui ne faisait que commencer. Le véritable héritage de leur lutte se déploierait dans les années à venir. Chez des jeunes comme Karim, grandissant dans une communauté où la responsabilité était attendue et la dignité protégée. En fin de compte, l'arme la plus puissante contre l'injustice systémique ne s'était avérée être ni la puissance militaire ni les manœuvres juridiques, mais le lien incassable entre une mère qui s'était toujours battue pour la justice et le fils qui avait bien appris ses leçons. Cette histoire de justice et de transformation vous a-t-elle ému ? Qu'auriez-vous fait à la place d'Hélène ou de Mathieu ? Commentez ci-dessous avec vos réflexions sur la lutte contre l'injustice dans votre propre communauté. Si vous pensez que d'autres histoires comme celle-ci doivent être racontées, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et la partager avec d'autres qui pourraient être inspirés par le courage d'Hélène et l'approche stratégique de Mathieu pour lutter contre l'injustice systémique. Merci de nous avoir rejoints dans ce puissant voyage à travers l'insigne du déshonneur. Puisse-t-il nous rappeler à tous que lorsque la dignité rencontre la détermination, même les systèmes d'injustice les plus enracinés peuvent être transformés. L'insigne du déshonneur nous enseigne que l'injustice systémique prospère dans le silence, mais s'effondre face à une résistance stratégique et un courage moral. La dignité d'Hélène face à la brutalité et l'approche calculée de Mathieu pour démanteler les systèmes corrompus démontrent comment différentes formes de force peuvent se combiner puissamment contre la discrimination enracinée. Le vrai changement nécessite à la fois l'autorité morale des aînés de la communauté qui ont gagné le respect par des vies de service, et l'expertise tactique de ceux qui ont les ressources et la formation pour naviguer dans des systèmes complexes. L'histoire nous rappelle que lorsque ceux qui ont le pouvoir en abusent contre des citoyens vulnérables, la réponse doit s'adresser non seulement aux auteurs individuels, mais à toute la structure qui permet leur comportement. L'officier Garcia n'était pas simplement une brebis galeuse, mais le produit d'une protection institutionnelle qui encourageait le ciblage des leaders communautaires qui disaient la vérité au pouvoir. Peut-être plus importante encore, cette histoire montre que la justice ne consiste pas simplement en une punition, mais en une transformation. Hélène n'a jamais cherché la vengeance. Elle voulait des systèmes où tout le monde est traité avec dignité. Le processus de guérison a nécessité de la transparence, de la responsabilité et une implication de la communauté dans la accent aigu imagination de la sécurité publique.
Dans nos propres vies, nous devons reconnaître que la confrontation de l'injustice nécessite à la fois courage et stratégie. La sagesse d'identifier les problèmes systémiques et la détermination d'aborder les causes profondes plutôt que les symptômes. Comme Hélène et Mathieu, nous devons comprendre que la vraie force ne réside pas dans la force, mais dans un engagement inébranlable envers la justice. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'une injustice comme celle qui est arrivée à Hélène? Auriez-vous le courage de parler ou la sagesse de documenter les preuves comme ces membres de la communauté avec leur téléphone? La bravoure de rester ferme face à l'abus de pouvoir peut changer des systèmes entiers. Comme nous l'avons vu dans cette histoire puissante. Si ce récit de dignité face à la discrimination vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider d'autres à trouver ce récit important. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà vécu ou été témoin d'un abus d'autorité similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte dans cette conversation continue sur la justice et la responsabilité. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies puissantes qui exposent l'injustice et célèbrent ceux qui luttent contre elle. Et si vous pensez que d'autres ont besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille et des leaders communautaires qui pourraient être inspirés à prendre position contre la discrimination dans leur propre communauté. Merci d'avoir été témoin du parcours d'Hélène et de Mathieu. Puisse leur histoire nous inspirer tous à construire un monde où la justice n'est pas seulement un idéal, mais une réalité vivante pour tous.